podcast Binge Audio. La bipolarité m'a fait vivre en fait dans un éternel excès. Alors le trouble bipolaire, on pourrait dire que c'est une maladie de l'humeur. Autant l'état dépressif où j'étais jusqu'à ne plus vivre en fait. Le délai entre le début des premiers symptômes du premier épisode et du bon diagnostic de bipolarité, il est en moyenne de 5 à 10 ans. Quand j'étais dans ces phases hypomaniaques, je me voyais moi sublime avec tous les regards sur moi. On ne s'écoute que soi-même et en fait on n'écoute que la maladie. J'ai eu mon bac à 17 ans et mon objectif, c'était de partir. Donc, dès que j'ai eu mon bac, je suis partie faire mes études à Paris. J'ai emménagé avec Magali. On était ensemble en terminale D. On s'entendait super bien pour réviser. Elle était très marrante. Elle avait, je sais pas, elle aimait cuisiner, elle aimait dessiner. Elle était hyper créative. Elle aimait beaucoup la vie, en fait. Elle était pleine de curiosité. On avait chacune une chambre. C'était un tout petit appart. Il faisait 30 mètres carrés et il y avait 3 pièces. À Denfert-Rochereau. Et moi, j'étais à la fac à Robinson, j'ai fait du droit. Franchement, j'ai pas du tout aimé ça. J'allais pas beaucoup en cours. Disons que je déployais beaucoup d'énergie pour cacher ce qui n'allait pas. Enfin, a posteriori, évidemment, je me suis rendu compte que j'allais vraiment pas bien. Mais franchement, sur le coup, tout le monde pouvait se raconter que ça allait, quoi. Et puis, en première licence, je rencontre un nouveau groupe d'amis à la fac. Et là, ça y est, ma vie recommence, quoi. Et je déménage, je change de coloc. Et j'emménage avec Greg et Marine dans le 10e arrondissement. Et là, ça a commencé à être vraiment cool de vivre à Paris et d'avoir l'âge que j'avais, quoi. Et c'est avec Marine, en fait, que j'ai commencé à faire un travail sur moi. Elle savait que ma petite sœur, du coup, depuis quelques temps, elle avait déjà été hospitalisée, en fait, en psychiatrie. Et elle commençait, en fait, à souffrir de schizophrénie. Mais il faut beaucoup de temps, en fait, pour arriver à identifier les symptômes, à comprendre. Pour la famille, il faut du temps pour savoir quoi faire. Et dans cette coloc, d'ailleurs, on avait tenté de l'accueillir. J'avais les copains, on se relayait pour veiller sur elle. Et puis, on s'est rendu compte que c'était quand même au-dessus de nos capacités. Ma sœur, ça a été un gros choc. Franchement, je me remets encore arriver à l'hôpital psychiatrique la première fois et la voir, me dire « waouh !» Et me dire que voilà, mes parents, ils savaient pas faire, que nous, on allait réussir. Et ça a été très difficile d'être en lien avec quelqu'un que j'aimais autant et qui petit à petit se transformait, ne me reconnaissait pas, disait des choses vraiment très étranges et avait des comportements non seulement étranges mais très destructeurs. Elle se droguait et sans pouvoir rien faire. Donc je pense que ça a aussi semé un grand trouble à l'intérieur de moi, tout en ne m'empêchant pas, comme d'habitude, d'avancer. Donc, je suis partie, en sachant vraiment pas trop où aller. Je me suis dit, je vais aller passer mon permis chez mon père. Donc, je suis partie vivre à Bayonne. Je passe mon permis et surtout, en fait, j'habite avec mon père. Avec lequel je passais jusqu'à présent des vacances, mais avec lequel je ne vivais pas dans le quotidien tous les jours. Et une des surprises, ça a été, même si je le savais, mais de découvrir que mon père était alcoolique. Être au quotidien, en fait, avec lui, ça voulait dire, à 6h du matin, j'étais réveillée par le bruit d'une canette. Là, j'ai fait, franchement, ma première dépression. Vraiment. J'ai commencé à travailler au bureau accès au logement. C'était mon premier travail vraiment salarié. C'était un emploi jeune de 5 ans.
C'était des dispositifs où tu étais payé au SMIC et tu avais des responsabilités énormes. Donc, j'ai rencontré des situations vraiment catastrophiques. Et c'est dans le cadre de ce travail, en me rendant chez quelqu'un qui avait une dette de loyer vraiment énorme. Et j'ai senti qu'il sentait l'alcool. Il était en maillot de bain. Il ouvre un tiroir, il sort un flingue. Il me dit, voyez, en fait, de toute façon, j'ai failli tirer hier. Peut-être c'est aujourd'hui, cet après-midi, que je vais le faire. En fait, j'ai accompagné la femme que j'aimais, qui avait un cancer jusqu'à la mort. Et là, franchement, j'ai pas envie de vivre, quoi. Personne ne dit que tu es confronté à des choses traumatisantes, en fait. Quand tu travailles dans le social, de fait, tu es confronté de plein fouet à la détresse des gens et c'est plus ou moins traumatisant. À ce moment-là, il s'est vraiment passé... C'était une situation quand même un peu extrême. Il avait un flingue. J'ai prononcé des mots, franchement, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai prononcés. J'avais l'impression de mesurer 10 mètres de large. Au fur et à mesure que je parlais, il s'est redressé sur sa chaise. Et à la fin, en fait, de mon intervention, il m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'on continue une relation amicale. Et j'ai dit oui. Il était cuistot, il m'apprenait à cuisiner, enfin, une amitié, quoi. Et aussi, en fait, il était vieux, il avait l'âge de mon père. Et en fait, j'ai commencé, en me confiant à lui, à parler du divorce et de trucs de mon père. Et pour la première fois, j'ai commencé à pleurer. Mais à pleurer, mais des sanglots énormes. Et je pense qu'en fait, c'est venu réveiller une blessure, un complètement endormi. Et le fait de continuer à être en relation avec lui, ça a stimulé quelque chose dans mon système qui fait que j'ai eu beaucoup d'énergie et que au niveau mental, ça s'est affolé. Enfin, c'est parti un peu dans tous les sens. Et voilà, j'ai perdu pied, quoi. J'étais avec lui et en fait, j'étais hyper touchée par sa détresse. Et ce que je sentais, c'était que ait trouvé le goût de vivre, mais juste parce que c'était moi, quoi. En tout cas, c'était concomitant avec toute une série de perceptions sensorielles étranges. C'est comme si je rentrais dans un film à l'intérieur de moi, comme si je rentrais dans une autre dimension. Le décor autour ne change pas. Je suis à la fête du piment Espelette, on boit des verres, il y a ses amis. Mais à l'intérieur, en fait, je suis en train de le sauver et du coup, en tant que sauveuse, Jésus-Christ est là et commence à être aussi en relation avec moi. Et du coup, il y a dans ma vie intérieure, dans ma psyché, énormément de choses très inhabituelles et en dehors de mes préoccupations et de mes centres d'intérêt habituels qui commencent à s'inviter et qui prennent ma place, on peut dire. Au début, la perception de mon environnement n'est pas modifiée et ensuite elle est modifiée. Et petit à petit, c'est comme si je rentrais dans un film. C'est-à-dire j'ai des épreuves en fait à faire, des épreuves à réaliser. Je pourrais pas dire que c'est vraiment une voie, c'est plutôt comme si des messages en fait s'inscrivent télépathiquement dans ma chair. Et donc je suis autant en lien avec des tortures, j'ai des visions, qu'avec des envolées mystiques, lyriques absolument incroyables. Il y a une sorte de fascination en fait chez les gens qui m'entourent. Voilà, il y a un peu un objet étrange, moi, et sympathique parce que je communique vraiment avec beaucoup de monde et aussi je m'exclus de toute façon, enfin je me tiens aussi à l'écart en fait. Tu es dans un film mais tu n'as moi je n'ai aucune maîtrise sur ce qui se passe. Je suis comme possédée. Franchement, ça a été la première bouffée délirante. Ça a duré, je pense, 2-3 jours, peut-être même moins, jusqu'à ce que mon père, une amie et un collègue de bureau me retrouvent, me ramènent chez moi et jusqu'à ce qu'on m'emmène à l'hôpital psychiatrique. J'étais déchaînée, quoi. J'ai tout pété, j'ai fait du kung-fu sur toutes les portes. J'avais la rage, mais de ouf. Et j'ai été ceinturée, contrôlée et placée, je crois qu'on appelle en chambre d'isolement.
C'est seulement quand une infirmière rentre que la lumière s'allume et t'es shooté en fait. Il y a donc toi, t'es encore à moitié dans ton délire et une partie de ton esprit commence aussi à capter qu'il y a quelque chose de bizarre, que tu peux pas bouger, que t'es attaché dans un lit. Je sais pas exactement combien de jours je reste dans la chambre noire. Et en fait, il y a toujours des morceaux de mémoire qui continuent de me revenir au fil du temps. Mais ensuite, je suis dans une chambre et là, je bave. Je me rappelle plus trop comment je m'appelle. Et c'est seulement en fait quand mon père rentre dans la chambre avec des pantoufles et un pyjama que je réalise que c'est moi, Hélène, que ça c'est mon père et que je suis à l'hôpital psychiatrique. Moi, je suis pas malade. Je suis celle sur qui on peut compter. Je travaille. Donc c'est là vraiment qu'il y a un choc au niveau de ma conscience. Et tous les jours, j'ai vu un médecin, psychiatre, neuropsychiatre. La première fois, il n'a pas du tout posé, enfin en tout cas, il n'a pas posé le diagnostic de trouble bipolaire. Il m'a dit que j'avais fait une bouffée délirante. Ça arrive à des gens très bien, vous inquiétez pas, n'y pensez plus, allez de l'avant. J'ai essayé de ne plus y penser, mais j'étais quand même complètement envahie encore par les délires, par ces histoires, mais complètement dingues. C'est-à-dire, j'étais encore sous le choc d'être à l'hôpital, d'avoir été attachée à un lit, de tous les jours me réveiller sans savoir ce qui allait se passer, si j'allais pouvoir à nouveau réfléchir, si j'allais pouvoir revivre comme avant. Par ailleurs, il n'y a absolument rien à faire à l'hôpital psychiatrique. C'était une clinique, attention, une clinique dans laquelle la nourriture était très bonne. Tout le monde était d'ailleurs très content dans cette clinique, d'être dans cette clinique dans laquelle la nourriture était très bonne. Mais mis à part les infirmières, qui étaient toujours d'une humanité absolument remarquable, le représentant de l'institution médicale, docteur, était vraiment très chimique. C'est-à-dire une sorte de robot qui s'adresse à toi comme si voilà, tu étais une usine chimique. C'est-à-dire qu'il t'est arrivé ça, c'est ton cerveau qui fabrique ça. Aucune empathie, aucune capacité à se relier à tes émotions. Si tu continues à penser à ces choses-là, c'est que tu as un problème. Il ne parle pas de psyché, il ne parle pas de psychologie. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain, du sensible, de la psyché, des émotions, des souvenirs, de l'histoire, c'est comme si ça n'existe pas. J'avais assez mal à l'intérieur, en fait. Je crois que maintenant, a posteriori, je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression d'être plus consciente de ma souffrance. À l'époque, j'étais quand même en souffrance, quoi, souvent. J'étais pas très bien. J'avais la chance, encore une fois, d'être super bien entourée et ça m'empêchait pas de vivre, d'avoir des amis, d'avoir un amoureux, de voyager, de travailler. Mais à l'intérieur, c'était un peu sombre. À partir de cette première hospitalisation, de ce premier diagnostic, je commence un parcours psychiatrique. Et peut-être un an plus tard, à nouveau, je suis hospitalisée. Et c'est là, dans cette même clinique, qu'est posé le diagnostic de trouble bipolaire. Et j'avoue que ça me soulage. Parce que ça correspond, en fait, cette alternance de moments de down, quoi. Et de grands moments d'exaltation sont en écho avec mon vécu. Et à partir de là, je prends des médicaments pour la régulation de l'humeur. Je lis aussi des livres, j'apprends, je découvre en fait de quoi je souffre et franchement, c'est flippant. De lire des expériences, des témoignages de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Tu découvres qu'il y a un taux de suicide tellement plus grand que le reste de la population. Enfin, moi, en tout cas, je me disais, OK, en fait, tu vas pouvoir vivre. C'est toujours au-dessus de ta tête, un peu comme le couperet d'une guillotine. Mais si tu fais bien les trucs, ça va pas tomber, tu vois. Et faire bien les trucs, ça veut dire prendre les médicaments, se coucher tôt, ne pas avoir de décalage horaire, ne pas être confronté à des gros stress, parce que nous sommes très sensibles au stress, manger à heure régulière. Prendre les médicaments, ça veut dire prendre du poids, avoir de l'acné, éventuellement faire des allergies, faire des prises de sang très régulières, avoir aussi des problèmes de sommeil, être moins sensible, simplement plus neutre.
Les troubles bipolaires, anciennement, c'était appelé troubles maniaco-dépressifs. Donc, dépressif, je pense que maintenant, on arrive à peu près à visualiser ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis genre au fond de mon lit. J'ai juste envie que tout s'arrête. J'ai pas la force de me lever. J'ai pas, comme beaucoup de mes compagnes et compagnons de route, été incapable de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont hospitalisées pour des dépressions pendant des mois. C'est pas mon cas. J'ai plutôt tendance à l'autre côté du pôle, c'est-à-dire le pôle haut. Donc ça, c'est exaltation, manie. Voilà, donc des moments d'intense inspiration, de très peu de sommeil, de grande libido et d'idées géniales. Donc j'ai travaillé à Bayonne, dans cette association dans laquelle j'avais reçu ce monsieur. Je suis restée pendant 5 ans là-bas. J'avais un super amoureux. Et suite, en fait, il y a une des épisodes maniaques, donc une des bouffées délirantes que j'ai faites, où j'ai sauté du 2e étage. Et je me suis brisé le bassin, le calcanéum à droite, c'est une partie de la pommette. J'ai des multiples fractures. J'ai passé 1 mois à l'hôpital psychiatrique en fauteuil roulant, ensuite 1 mois en maison de rééducation et 1 mois en maison de repos, l'inverse. Et en fait, à la sortie, mon copain, ça a été un peu too much pour lui. Et c'est pas pour ça qu'il m'a quittée, mais c'était un peu un cumul de choses extrêmement difficiles à vivre pour lui aussi. Une de mes meilleures amies, Sonia, vivait en Polynésie. Et quand j'étais en maison de repos, j'ai réussi à avoir accès à mon cerveau dans lequel Sonia habitait, à me rappeler son existence. Je l'ai appelée. Elle m'a dit « Oh là là, mais viens voir, quoi, t'es trop en galère. » Du coup, j'avais tout juste l'argent sur mon compte bancaire et je suis partie vivre en Polynésie. J'ai rencontré un homme. Donc, je me suis installée là-bas, j'ai vécu sur son voilier, j'étais secrétaire dans un chantier naval. La nature était archi magnifique, tous les jours je pouvais me baigner dans le lagon. Et en fait, ça contribue énormément à mon équilibre. En fait, finalement, je suis quelqu'un d'hyper physique. Et en plus, avec la relation avec la nature, j'avais quand même la possibilité d'être dans de la beauté du matin jusqu'au soir. Que ce soit les fleurs, les parfums, les odeurs, les poissons. Et puis, une grande douceur autour de moi, beaucoup de soins, d'amour. Ça, en même temps que j'apprivoise ce trouble, je découvre aussi toutes les choses qui peuvent me soutenir, m'aider. Et notamment, un filet amical et amoureux ô combien présent, puissant et soutenant. J'ai vraiment, je l'appelais ma dream team, quoi, vraiment mon équipe ou mon filet de sécurité. J'ai envoyé un mail où ils avaient tous leur numéro de téléphone les uns des autres, leur mail, et ils étaient chargés un peu de veiller collectivement sur moi si jamais ils voyaient que sur Facebook je commençais à mettre des trucs un peu trop ouf ou à dire des trucs bizarres. Ils étaient chargés de genre sonner la sonnette d'alarme et d'être vigilants. Quelques années plus tard, j'ai 33 ans et ma mère meurt. Je reste en France et je participe à mon premier atelier de danse, un atelier de danse libre. Donc voilà, je suis à Paris, c'est l'hiver, il fait froid, je travaille dans une boulangerie comme une malade. C'est un parquet magnifique en bois verni. Il y a beaucoup de monde qui se change, qui chuchote. Moi aussi, j'enfile mon jogging, je descends les escaliers. Et au fur et à mesure, en fait, des 2 heures qui se sont passées, j'ai eu l'impression que mon corps se mettait en mouvement. J'ai réalisé que mon corps était capable, en fait, d'accéder à mes émotions. Chose que, personnellement, je n'arrivais pas à faire. Donc, j'ai réalisé que si on lui donnait une page blanche en lui disant « Vas-y, mais tu fais ce que tu veux », il avait aucune honte, aucune pudeur. Je ne me suis posé aucune question et c'était juste fantastique.
Dès le début, je me suis sentie hyper à l'aise dans cet environnement. J'ai l'impression que je sentais tous mes os, tous mes muscles. Je pouvais sentir toute ma force, toute ma vitalité. Pendant ces 2 heures de temps, j'ai réalisé en fait que tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là, c'est comme si c'était une validation rétrospective de tout mon parcours en fait. Le fait d'avoir vécu, d'avoir dansé avec cette force, le fait d'avoir fait comme cette rencontre en fait avec la danse, c'est comme si à l'intérieur ça fait je comprends toujours pas pourquoi j'ai eu cette vie, mais ce que je sais c'est que en fait j'ai rien fait de mal, je me suis pas plantée parce qu'en fait j'ai réussi à trouver l'endroit où j'avais un rendez-vous avec moi quoi. À partir de là, tout a changé. J'ai dépensé tout l'argent que je gagnais dans des stages, des ateliers, tous les soirs, tous les week-ends. Pendant des mois, je parlais à personne. J'allais vraiment... Je dansais. J'ai aussi trouvé du travail dans une association féministe à Montreuil. Et du coup, j'ai pu aussi avoir un travail salarié dans une équipe associative hyper dynamique, engagée, très humaine. La danse, en fait, m'a permis vraiment concrètement d'être beaucoup plus ancrée dans mon corps et de pouvoir et d'apprendre aussi à comprendre comment je fonctionne. C'est-à-dire aussi être en relation plus consciente avec ma souffrance, en fait. Mais c'est trop beau. Moi-même, au fur et à mesure, je suis là, j'arrive à mieux me comprendre. Et aussi, du coup, j'ai envie de me former pour pouvoir accompagner des personnes lambda, j'ai envie de dire, pas forcément des personnes en souffrance psychique. En fait, à la mort de mon père, donc 3 ans après ma mère, je me donne la possibilité, en fait, de partir me former aux États-Unis. J'ai aussi financièrement la possibilité, du coup. Mes employeuses de la Maison des Femmes sont d'accord. Je pars avec l'idée aussi de rapporter des outils pour travailler avec des groupes de femmes. Donc aujourd'hui, j'utilise ces outils, c'est-à-dire le mouvement associé au dessin, le dialogue avec le dessin, une certaine manière de questionner, pour accompagner des personnes qui viennent me voir avec, je sais pas, par exemple, un blocage, quelque chose qui revient régulièrement dans leur vie et qui les empêche de réaliser un projet. La danse et les outils du Life Art Process m'ont beaucoup aidée, d'abord pour simplement me faire expérimenter le fait que même si je vais pas bien du tout, en fait, c'est quand même possible de me mettre en mouvement. Le fait déjà de, des journées loose ou des soirées où jamais je serais sortie de chez moi, juste savoir en fait que je pouvais aller dans un atelier et sentir mon corps en mouvement et d'un coup, je pouvais sauter de joie 1 heure après. Aussi, mon entourage maintenant est agrandi de personnes qui ne me connaissent pas malade, en fait. Donc, toutes les personnes qui me connaissaient d'avant la danse connaissaient une certaine personne. Toutes les personnes qui me connaissent d'après la danse, il y en a beaucoup pour lesquelles qui n'étaient pas au courant, en fait, que je souffrais de troubles bipolaires. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses, en fait. Moi, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est aussi à comprendre la place qu'avaient mes émotions, en fait, dans ma vie. Et du coup, pouvoir apprendre à identifier et à exprimer ses émotions tout autant que ses besoins, ça me semble vraiment fondamental. La place que le corps a dans l'équilibre psychique est hyper grande, en fait. Il y a une relation directe entre la psyché, l'équilibre et le corps. C'est possible, en fait, d'avoir des aménagements de son temps de travail et ça, je pense que c'est très utile parce qu'on n'est pas forcément en mesure, soit parce que le matin, on est un peu shooté avec les médicaments, soit parce que notre humeur n'est pas stable tous les jours, d'effectuer un travail de 35 heures par semaine, toutes les semaines. Donc ça, les aménagements du temps de travail, je pense que ça contribue vraiment à la participation au monde et que c'est important en fait. Il y a aussi des groupes d'entraide mutuelle, des GEM qui sont des collectifs très dynamiques. Du coup, c'est un peu ce truc de communauté aussi qui peut vraiment soutenir et aider à sortir de l'exclusion dans laquelle soi-même on se met et dans laquelle, si on n'a pas la chance d'être bien entouré, soit par des amis ou de la famille, par la force des choses, on est très seul.
à la fois, il y a des gros a priori sur les personnes bipolaires. Elle est complètement bipolaire, c'est-à-dire genre elle fait n'importe quoi ou elle est lunatique. En fait, c'est aussi des représentations de personnes genre qui tiennent pas la route, mais sans se rendre compte en fait aussi de la difficulté de ces parcours. Et elle est très grande. Et du coup, ni non plus sans prendre en compte le besoin de soutien que ces personnes ne sont pas forcément en mesure d'exprimer parce que c'est difficile. Si certaines personnes, par exemple, demandent à être entourées si jamais elles ont une bouffée délirante, par exemple, eh bien on peut les appeler, vérifier avec elles qu'elles ont pris leurs médicaments ou bien qu'elles ont envie d'être hospitalisées ou pas, en fait, communiquer. Et même si, par moments, les personnes sont très dissuasives parce qu'elles sont mal, parce qu'elles ont envie d'être seules, préparer à manger, proposer une petite activité, regarder un film ou aller manger une glace, vraiment des choses simples, mais genre où t'es pas tout seul dans le couloir de la mort, ben ça joue vraiment beaucoup. Du coup, ça veut dire aussi accepter que ces personnes aillent mal, qu'elles puissent nous le dire, éventuellement les écouter et proposer un petit plus de présence à certains moments critiques. Franchement, je me sens super fière. J'ai l'impression que c'est une super belle histoire. J'ai dit 2 fois super et c'est pas grave. En fait, je me suis fait la réflexion il y a peut-être 1 mois pendant un stage que en fait maintenant je me sentais vraiment à égalité avec les gens. Quand je vois tout le chemin en fait parcouru depuis le fond de cette fissure pour arriver à cet endroit-là où le paysage est tellement dégagé, où je suis en mesure de contribuer aussi en fait au monde, où mon expérience c'est un peu le plomb qu'aujourd'hui, l'ancien plomb qui est un peu de l'or dans mes mains aujourd'hui. Pour moi c'est un peu comme un chemin initiatique quoi. Et je me sens très nourrie, forte, sensible, humaine. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ce chemin. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Bosquet. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslapluie podcast sur Instagram.